Monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que le Soudan est le théâtre de la plus grave crise de déplacement dans le monde à l'heure actuelle ? C'est une compétition difficile à juger, mais certainement la violence de la guerre, l'impact sur le civil, le nombre de personnes qui ont dû fuir de leur maison, 9 millions et plus, qualifie certainement cette situation malheureusement comme une crise gravissime, aussi du point de vue du déplacement. Et vous dites que cette crise est presque invisible aux yeux du monde ? Elle l'est, malgré tous les efforts que nous faisons, beaucoup d'entre nous, pour essayer de lui donner de la visibilité. Malheureusement, le fait qu'il y a eu l'Ukraine, maintenant Gaza, qui naturellement et justement attire beaucoup l'attention internationale, fait en sorte que cette crise soit très marginalisée. Et cela veut dire aussi que les ressources que nous avons à disposition restent extrêmement inadéquates et limitées pour faire face aux besoins des personnes qui fuient ou d'autres personnes qui souffrent l'impact de cette guerre. À l'heure actuelle, vous recevez quel pourcentage des ressources nécessaires ? 30%, 40% ? Écoutez, l'opération est complexe. Il y a une opération humanitaire à l'intérieur du Soudan. Il y a des opérations humanitaires dans tous les pays voisins qui reçoivent des centaines de milliers de réfugiés. Et il n'y a pas un seul segment de cette opération qui arrive à 20% des financements. Et ce, malgré la conférence de Paris du 15 avril qui a mobilisé quand même sur papier 2 milliards de dollars, mais on a vu pour l'instant seulement des contributions assez limitées. Donc il faut accélérer les promesses qui ont été faites lors de cette conférence. Et pourquoi dites-vous que les Européens devraient s'intéresser tout particulièrement à cette crise ? Tout d'abord parce que comme le Sahel, comme Gaza évidemment, les territoires palestiniens, comme la Syrie, le Soudan fait partie j'appelle ça une ceinture de crise qui encercle l'Europe. Et deuxièmement, parce que on a déjà vu arriver en Afrique du Nord, en Libye, en Tunisie, mais également à travers la Méditerranée, dans l'Italie du Sud, un nombre croissant de réfugiés soudanais qui arrivent directement du Soudan en guerre ou des pays voisins où ils ne reçoivent pas suffisamment d'assistance. Donc c'est dans l'intérêt des Européens d'aider les déplacés et réfugiés soudanais qui sont aujourd'hui dans les pays voisins du Soudan. Sans doute, le Soudan est un pays immense qui occupe une place centrale dans une zone très stratégique pour l'Europe de tout point de vue. Donc ce n'est pas seulement juste d'aider les personnes qui souffrent de cette guerre, mais c'est aussi dans l'intérêt des pays voisins et notamment de l'Europe. Des pays européens. Exactement. Autre région d'Afrique, Filippo Grandi, où des millions de personnes doivent quitter leur maison, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, je crois qu'il y a actuellement quelques 2,5 millions de déplacés. Pourquoi tirez-vous le signal d'alarme sur le sort fait aux femmes ? C'est terrible, ce que vous dites est vrai. Et vous savez, vous parlez de 2 millions au Congo, les 9 millions au Soudan. Il s'agit de chiffres. Je crains que l'opinion publique devienne un peu immunisée parce que ces chiffres énormes, l'Ukraine, Gaza, la réalité, il faut toujours imaginer, se souvenir que derrière les chiffres, derrière chaque numéro, il y a des personnes qui souffrent. Et notamment au Congo, c'est les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Parce que la guerre au Congo implique beaucoup de groupes armés, non seulement l'armée congolaise, mais de groupes armés locaux, certains impliqués dans des complexes relations régionales. Et l'action de ces groupes, souvent, est contre les déplacés et contre les civils. Le viol est systématiquement utilisé comme instrument de guerre. Le recrutement forcé des enfants est très fréquent et on n'a pas encore trouvé de solution à ce conflit. Il y a une espèce de fatigue internationale. C'est impossible de trouver une solution. Entre-temps, il ne faut pas oublier, des femmes sont tuées, violées, des enfants sont forcés à se battre. La population en général souffre énormément et là aussi, le manque de ressources pour les humanitaires est frappant. Autre tragédie au Nord Kivu, le bombardement de certains sites de déplacés. Il y a eu des morts dans le camp proche de Nyanzale. Qui sont les responsables de ces tirs et de ces bombardements ? Normalement, c'est ces groupes dont je parlais. Il y en a beaucoup. C'est des groupes qui ont différentes affiliations. Des groupes pro-gouvernementaux ou des groupes rebelles ?
des groupes rebelles essentiellement. Bien sûr, l'action du gouvernement des fois est musclée. On le voit un peu comme au Sahel. L'action du gouvernement est musclée et cette action militaire forte peut résoudre de façon temporaire un problème du point de vue militaire, mais ça ne résout pas la situation. Ça rend la population locale de plus en plus méfiante par rapport aux groupes de tous bords, qu'ils soient pro-gouvernementaux ou pas, et ça rend les solutions encore plus difficiles. Il est temps vraiment de penser de manière un peu plus visionnaire. J'hésite à le suggérer, mais le Congo est tellement complexe du point de vue militaire, économique, relations internationales, que ça mérite un dialogue international. On l'a essayé dans plusieurs manières, en impliquant les pays de la région. On n'y est pas arrivé. Il faut insister. Il faut vraiment que ça soit une collaboration entre tous les pays pour trouver finalement une solution à cette crise. Au Sahel, Filippo Grandi, vous pointez en particulier le sort des dizaines de milliers de Burkinabés qui ont dû se réfugier au Mali au début de cette année. Le Burkina Faso est-il le pays le plus touché de la sous-région ? Oui, le plus touché, avec des millions de personnes déplacées et un contrôle très limité de la part du gouvernement par rapport au territoire. Et ces groupes armés, encore une fois, agissent de manière extrêmement violente par rapport à la population locale. Tueries, viols, enlèvements, recrutement forcé. C'est une litanie qu'on voit dans beaucoup de situations en Afrique, malheureusement. Et il y a eu des Burkinabés qui donc ont pris refuge au Mali. N'oublions pas que le Mali lui-même est dans une situation d'extrême fragilité, mais ce que nous voyons de plus en plus, c'est aussi un mouvement des populations du Sahel central et notamment du Burkina Faso vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Et cela indique le potentiel de cette crise sahélienne de s'étendre au-delà du Sahel central et de déstabiliser ultérieurement d'autres pays de la région. C'est ce qui nous inquiète beaucoup en ce moment. Est-ce que l'accès aux réfugiés et aux déplacés n'est pas rendu encore plus difficile dans cette région du Sahel par un certain nombre de facteurs ? Bien sûr, vous savez, c'est un peu la même chose au Congo, la même chose au Soudan. Toutes les crises que nous avons évoquées, c'est très dangereux. On a eu malheureusement déjà des victimes parmi les agents humanitaires et c'est rendu plus difficile par les parties en conflit qui ne souhaitent pas, par exemple au Soudan, mais on le voit ailleurs aussi, que l'aide soit amenée dans le territoire contrôlé par les autres parce qu'ils voient ça comme un renforcement de la partie hostile. Je pense que c'est ça le grand problème. La logique est toujours militaire, elle est toujours une victoire militaire. Il faut changer de cap, il faut penser compromis, paix, et il faut penser aussi à pouvoir créer des zones où on peut amener non seulement l'aide humanitaire, mais le développement. Si on n'investit pas de nouveau dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'eau, ces zones très sous-développées vont rester un territoire très fertile pour l'action des groupes fondamentalistes, par exemple, qui recrutent justement dans les zones plus défavorisées. Est-ce que la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin vous pose problème pour acheminer l'aide ? Bien sûr, parce que la route du Bénin est la route principale pour acheminer l'aide via terre, si vous voulez. Et ça rend notre action, qui est plus nécessaire que jamais, l'action humanitaire dans ces pays, extrêmement difficile. Monsieur le Haut-Commissaire, pour l'accueil des réfugiés africains en Europe, vous vous êtes mobilisé ces dernières années en faveur du pacte sur la migration et l'asile qui a été soutenu par Ursula von der Leyen et qui a été adopté il y a un mois par la Commission européenne. Mais plusieurs partis, comme en France le Rassemblement national, s'y sont opposés. Alors après la poussée de ce parti et d'autres partis d'extrême droite aux élections européennes du 9 juin, est-ce que vous ne craignez pas que ce pacte ne soit remis en cause ? J'espère que non, parce que vous savez, le pacte n'est pas parfait. Même de notre côté, nous avons des réserves par rapport à certains aspects et surtout ce que je trouve, c'est que le pacte est complexe. Le mettre en œuvre dans un contexte politique comme celui que vous avez décrit est un risque parce que sa complexité ne va pas aider la mise en œuvre facile du pacte. Mais il faut bien s'en souvenir. C'est le seul instrument que l'Europe s'est donné dans ces dernières années pour essayer de gérer d'une manière plus partagée et plus efficace ces flux de personnes qui arrivent. Donc je comprends qu'il y a beaucoup d'hésitation. J'ai été beaucoup critiqué moi-même pour avoir soutenu publiquement le pacte. Il y a des objections de tous côtés. C'est pas seulement ceux qui sont plus anti-réfugiés ou anti-migration. Il y a ceux qui sont très pro-réfugiés et pro-migration qui pensent que le pacte n'est pas suffisamment généreux dans ce sens. La vérité, c'est que justement, le fait qu'il soit attaqué des deux côtés démontre que le pacte est un compromis
dans le seul espace politique permis à ce genre d'instrument en Europe aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut continuer à le soutenir et j'espère que les nouvelles institutions européennes qui vont être établies dans les prochains mois vont maintenir l'engagement de l'Europe vis-à-vis du seul instrument possible pour faire avancer les choses dans ce domaine tellement complexe. Vous espérez que ce pacte ne sera pas remis en cause, mais vous semblez inquiet tout de même. Je suis inquiet, bien entendu. On suit tous le débat européen. On a vu le résultat des élections. On a vu que dans beaucoup de pays, les forces qui sont plutôt, comme vous l'avez dit, contraires à ce type d'accord ont gagné de l'espace politique. Donc, il faudra bien naviguer, mais je pense que le travail qui a été fait par beaucoup de pays, même d'orientation différente du point de vue de la migration des réfugiés, est un travail très important. Ça sera aussi difficile de retourner trop en arrière. Mais il faut rester vigilant et il faut encourager les États membres et la Commission à poursuivre dans cette action de préparation. N'oubliez pas qu'on est dans la phase préparatoire. Le pacte commence à être mis en œuvre dans 2 ans seulement. Monsieur le Haut-Commissaire, merci.